Bienvenue à notre émission Autrement la vie. Alors, Autrement la vie nous mène toujours dans des sentiers inusités. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à la rencontre de Michael Zayat et de Véronique Tanguay. Alors, nous sommes au milieu, au centre, dans la belle énergie du jardin de vie de Michael et de Véronique. Bonjour, Michael. Bonjour, comment ça va, Marie? Ça va très bien. Là où Bienvenue on... chez nous. Oh, merci. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes très choyés d'être ici. Le jardin de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un jardin que tu as décidé, que tu as eu l'intuition de construire sous forme d'un labyrinthe. Alors, comment est né le jardin de vie? Ben, avant tout, moi, j'étais intéressé par tout ce qui est santé par les méthodes naturelles. Au début, il y a une trentaine d'années, j'étais assez malade, éprouvé au point de vue de mon corps, de ma santé, et j'ai décidé de prendre le chemin de la médecine, disons, alternative, une médecine qui est beaucoup plus simple, naturelle, qui est plus proche de nous. Ma mère m'a toujours soigné avec les plantes. Puis quand je lui ai dit que j'allais me faire opérer, elle a sursauté. Elle a dit non, écoute, ce n'est pas une façon de te soigner. Commence pas par l'opération. Commence d'abord par voir comment tu peux te soigner avec les plantes. Elle m'a toujours soigné avec les plantes. Et je me suis dit, ben tiens, voilà, pourquoi ne pas essayer encore à me soigner comme ça. Là, tu me tends une perche parce que tes origines sont assez particulières. Oui, c'est-à-dire je suis né au Caire, en Égypte. Mes deux parents qui viennent de la région de la Syrie, du Liban, du sud de la Turquie. Donc on est du Moyen-Orient. Je me dirais avec une approche beaucoup plus internationale. On est une culture qui est très ouverte au monde et on a une façon de faire qui est en même temps méditerranéenne, en même temps rattachée à l'Asie, rattachée à l'Afrique, on est rattaché à l'Europe. Donc dans ce lieu qui est très proche d'ailleurs de Jérusalem, le lieu où il y a toutes ces cultures, le lieu où l'islam, le judaïsme et le christianisme considèrent cette ville comme une ville sacrée. Alors on était très très proche de ça. Puis moi je viens d'une famille qui appartient quand même à une religion chrétienne, catholique, mais avec un rituel byzantin, orthodoxe. Donc j'ai une vision qui est d'écuménique. Écuménus, c'est-à-dire le lien entre tous les habitants de la Terre. Et je considère que la Terre, c'est ma mère, et tous les habitants, ce sont mes frères et sœurs. Alors je me considère pas, parce que je suis né dans un endroit, que c'est simplement de là que je viens. Je viens un petit peu de toutes ces origines-là, puis je suis en lien avec tous mes frères et sœurs qui sont sur la planète. Donc, en fait, quand tu parlais que ta mère t'avait dit de te soigner d'abord par les médecines naturelles, je dis, on se rapproche de notre mère nature en même temps. Oui, oui. Il ne faut pas oublier que le mot mater, matériel, c'est aussi la mère, mater. Et j'ai étudié le français au Caire. Et comme de plus en plus, je découvre comment cette langue, elle est magnifique. C'est une langue qui porte en elle plein de richesses. C'est simplement de la regarder de différentes façons, d'une façon un petit peu plus poétique, un petit peu plus ouverte pour découvrir toute sa richesse. Ma mère m'a soigné toujours. Elle n'a jamais été voir un médecin. Pourtant, j'ai un grand frère qui est médecin dans une grande ville à New York d'ailleurs. Et on n'est pas fermé à la médecine officielle, mais je pense que très jeune, on a été soigné avec les plantes, soit par des massages, des compresses, même des lavements, et les tisanes. Quand on avait mal quelque part, c'est toujours, il y avait une tisane ou une herbe qui était là pour nous soigner. Alors j'ai grandi dans cet esprit-là que commençons d'abord par nous nourrir correctement. Et une des grandes causes même de mes problèmes que j'ai su après, c'était une surabondance d'une nourriture qui n'était pas appropriée. Alors quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, il faut que je change ma façon de me nourrir aussi. Si on mange n'importe quoi, c'est pas évident qu'on va conserver notre santé. Quand on parle de manger, c'est aussi plus aller se tourner vers le végétal. Oui, se tourner vers le végétal qui est directement
oublié, tiens, voilà le soleil qui sort. C'est sûr que le végétal transforme l'énergie du soleil directement en utilisant ce qui est l'air, en utilisant l'eau et les minéraux, et il transforme tout ça en quelque chose de vivant. Après, l'étape d'après, ben, les animaux ils viennent se nourrir de ce végétal et on peut aussi se nourrir de ces animaux. Il y en a d'autres qui se nourrissent des animaux, qui ont mangé des animaux. Là, on s'éloigne. Plus on s'éloigne du soleil, plus on s'éloigne de la source et plus on s'éloigne de nous, de notre origine. Je pense qu'on est avant tout des frugivores, mais on est aussi omnivores. Donc on est capable de manger plein de choses, mais ce qui est le plus proche de nous, ce sont les fruits qui nous attirent par leurs odeurs, par leur couleur, par leur saveur. Ce sont des choses qui sont naturellement très appropriées pour notre santé. Alors quand je suis venu ici, ben, il y avait une abondance de fruits qui viennent exotiques, mais on n'est pas dans un climat qui est propice pour manger des fruits exotiques. Donc il fallait que je redécouvre une façon de me nourrir qui est plus appropriée au climat ici. Et c'est la même chose aussi, les plantes qui nous soignent, ce ne sont pas les mêmes plantes qu'on trouve au Moyen-Orient. Chez nous, c'est l'eucalyptus, c'est des herbes qui sont plus le cumin. Et ici, il y a les conifères, ce sont les magnifiques conifères. Et c'est comme ça que j'ai découvert les essences des conifères et comment ces essences sont plus en affinité avec nous. Et le jardin ici, ce sont des plantes qui sont vivaces. Donc, chaque année, on fait juste nettoyer et ils repartent. Au printemps, le jardin est refleuri. Donc, ce sont des plantes indigènes, ce sont des plantes du Québec. Pour la majorité, oui, pour la majorité. Et puis là, on est assis dans un cercle d'achillée, d'herbe à dinde, qu'on appelle. Et c'est une plante que les Amérindiens, les habitants, comme on appelait les habitants, ceux qui habitaient le pays, les colons, utilisaient beaucoup contre plein de problèmes liés à la fièvre, par exemple, la fièvre des enfants. C'est un excellent produit pour faire baisser la fièvre, enlever l'inflammation. Et on le distille, on obtient une huile d'une beauté incroyable, un bleu très profond, oui, c'est une huile bleue qui... Alors, on va un peu revenir à la forme que tu as empruntée pour faire ce jardin de vie. C'est comme une intuition, comme une révélation qu'il fallait que tu fasses ça sous la forme, d'abord au début d'une roue, m'as-tu dit, et puis c'est devenu un labyrinthe. Alors, c'est quoi le cheminement? Il y a quelques années, une trentaine d'années à peu près, j'ai visité Chartres, la cathédrale de Chartres, qui est une des plus grandes cathédrales au monde, peut-être la 3e ou 4e plus grande église au monde. Et au centre de l'église, il y avait un labyrinthe. Et puis, tu viens de me dire qu'il y a des pierres, qu'il y a à peu près 200... Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est 278. Il faudrait vérifier ça, si ça correspond bien aux 9 mois de grossesse de l'être humain. Mais en fait, c'est ça, donc ça correspond... C'est incroyable, c'est tout ça. Puis ça venait de plusieurs sources. J'étais en contact avec cette forme du labyrinthe de Chartres. Très peu de gens comprennent c'est quoi ce labyrinthe. Ils essayent, il y en a beaucoup d'écrits ésotériques pour essayer de l'expliquer. Mais moi, je sais qu'on l'appelle le chemin de Jérusalem, le chemin de vie. Et Jérusalem, c'est un peu ça, c'est le centre qui est en nous. Faire le chemin de vie pour découvrir le centre. Je crois qu'au début, je voulais aller visiter Jérusalem, beaucoup les pèlerinages qui vont en Terre Sainte voir cette belle cité de Jérusalem. Mais je crois que le message fondamental, c'est que Jérusalem est en nous. Et il faut faire, notre chemin de vie nous mène à notre cœur, nous mène à cette Jérusalem qui est en nous. C'est un peu comme tous les pèlerinages, hein, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. C'est pareil, c'est le chemin qu'on fait vers soi. Oui, exactement. C'est ce chemin vers soi. Et c'est pas négligeable de pouvoir aller visiter des lieux saints et tout ça. Mais chaque parcelle de cette planète est un lieu saint pour moi. Pour en revenir justement au labyrinthe, tu m'expliquais tout à l'heure que les fleurs et les plantes que tu avais mises sur le pourtour avaient une signification, vu que c'est la Tanésie. C'est un lien justement avec le chemin de vie qui est à l'intérieur du labyrinthe. Oui, c'est une plante elle symbolise la mort, Thanatos,
le dieu de la mort. Et le fait qu'il y ait de l'euthanasie qui entoure notre chemin de vie, ça nous rappelle qu'on est là dans notre vie, c'est notre chemin de vie qui est limité par le moment de notre arrivée sur la terre et notre départ. Mais au-delà de ça, il y a le reste de la vie. La vie ne s'arrête pas par ce chemin. C'est juste une sorte de barrière, une frontière qu'on traverse à un moment donné. Mais on oublie qu'on est là juste pour un certain temps, pour faire notre chemin de vie et apprendre qui on est. Et pour moi, on est des êtres d'amour qui sont là pour apprendre à aimer. Alors c'est ça le sens de cette plante, la Tanésie, qui entoure. Et après ça, il y a le millepertuis qui est l'apparition hypericone, c'est au-delà de l'apparition. C'est une plante qui est pleine de douceur, une plante de soleil, une plante qui est aussi anti-inflammatoire, qu'au Québec on utilisait depuis des siècles et des siècles. On utilisait cette plante-là pour se soigner. Ça fait une huile rouge, c'est l'huile de Saint-Jean qu'on appelait, qui soigne les brûlures, les coupures, les entorses, les maux de dos, les coups de soleil aussi. Qu'est-ce qui a amené le choix des autres, parce qu'il y a d'autres plantes? Combien de plantes y a-t-il au milieu du labyrinthe? Il va y avoir une vingtaine de plantes, mais principalement, on arrive avec la Tanésie qui est là autour, le millepertuis, ensuite l'échinacée, il y a ici la mélisse, ensuite l'hysope, qui est une plante qui est très belle, qui ressemble à la lavande, mais qui pousse très très bien ici. Ensuite, il y a la chilée, mais on a l'origan, on a de la lavande ici, on a des pensées. Des bonnes pensées. Oui, des belles pensées. C'est ça, c'est pour que dans la vie, il y a toutes ces variétés-là. Il y a de l'acatère. Toutes ces variétés-là sont là pour nous rappeler certaines choses. Chacune a une signification. Ce serait peut-être un peu trop long de donner la signification de chacune, mais l'hysope, c'est une plante qui est très ancienne. Elle est citée dans les écrits bibliques, dans les livres de la Bible. Et là, il y a des effets incroyables aussi au point de vue pour aider les personnes au niveau respiratoire. Elle est très appropriée. On fabrique de l'huile, mais c'est surtout des tisanes avec les branches. Mais tout ça, c'est sûr que c'était dans le jardin de Véronique. Elle avait un jardin de vie et ce jardin devait être déplacé ou bien on l'aurait fermé. Et ça a été une super belle rencontre quand j'ai eu cette chance de voir Véronique qui, elle, travaillait toute seule dans un grand jardin. J'étais vraiment étonné de voir la grandeur de ce jardin dont elle s'est occupée toute seule. Et une chose qui m'avait touché, parce que quand je suis arrivé là, c'était écrit, promenez-vous dans le jardin, sentez les plantes, touchez-les et sentez-vous chez vous. Et puis un petit mot, si vous voulez des tomates et d'autres légumes, elles sont en vente dans la petite maison à côté, la petite cabane à côté. Et c'était d'une grande douceur, il n'y avait pas d'interdit. Avec une grande gentillesse, j'ai dit à cette personne, il faut que je la connaisse. Et c'est comme ma fille spirituelle. C'est vraiment, non, je la considère comme ma fille spirituelle. Elle attend un deuxième enfant, mais sa fille, elle m'appelle Papy. Bonjour Véronique. Bonjour Marie. Véronique, le jardin de vie, c'est une œuvre commune, la manifestation commune avec Michael. Seulement, au point de départ, c'était le nom de ton propre jardin à toi. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais ce mariage-là? Oui, ben c'est une belle rencontre que j'ai faite avec Michael. Donc, mon jardin était situé tout près, peut-être une quinzaine de minutes d'ici. Je travaillais en collaboration avec des gens qui fabriquaient du fromage, qui affinaient le fromage. Puis ils m'avaient laissé un bout de terre pour faire ce que je voulais. En fait, c'était un coin touristique, les gens venaient visiter.
Puis c'était 100 000 pieds carrés que j'ai aménagé avec un champ de citrouille. Il y avait des grosses buttes, fines herbes, plantes médicinales, légumes spéciaux aussi pour la gastronomie. Donc, les gens venaient visiter le jardin, surtout dans le temps des pommes. Il y avait un verger. Puis, venaient visiter les plantes. Il y avait des petites pancartes à chaque herbe qui expliquaient leurs propriétés, comment s'en servir. Puis, à l'intérieur, j'offrais les salades du jardin, les légumes, puis les tisanes séchées que les gens pouvaient rapporter à la maison. Puis, j'ai rencontré Michael qui est venu faire une visite du jardin. Puis, il a dit, ben, tu viendras me voir cet automne quand le jardin va être terminé. Donc, je suis passée, puis on a commencé à collaborer ensemble. Puis, le printemps suivant, on a décidé de déménager une petite partie du jardin chez Michael. Mais déjà, à l'époque, ça s'appelait Jardin de vie. Oui. Alors, c'est quoi qui t'avait inspiré? C'est une bonne question. Je m'étais déjà partie en entreprise à 15 ans. Je faisais de la production de fleurs séchées chez moi avec des arrangements floraux. Puis ça s'appelait des fleurs pour la vie. C'était des fleurs séchées, donc je le voyais comme on les garde longtemps pour la vie. Puis ensuite, le nom est venu tout seul, le jardin de vie. C'était des plantes médicinales. C'est un jardin biologique où vraiment la beauté de la vie était exprimée. Puis ça a évolué toujours ici sous forme de labyrinthe en devenant maintenant le jardin de vie qui est notre cheminement intérieur aussi. Et avec l'accompagnement à la naissance que je fais, le jardin de vie, qui est aussi le milieu utérin, la grossesse. Donc tout ça, tout est très, très relié. Tu disais qu'il n'y avait pas d'interdit quand tu as rencontré Véronique dans la visite de son jardin, mais toi non plus. Hein? J'ai vu des enfants là, qui sont arrivés en sautillant, ils connaissent le labyrinthe par cœur. Oui, oui, c'est ça. C'est disponible même quand je ne suis pas là. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le labyrinthe. C'est un labyrinthe que je dirais de retrouvailles avec soi-même avant tout. Il y a les plantes qui sont là, mais c'est le chemin. Et à Chartres, on explique, quand on faisait le parcours du labyrinthe, à chaque fois qu'il y a un détour, on s'arrête et on regardait. Il y avait toujours un vitrail qui correspond à ce tournant-là, et ça correspondait à une étape de la vie du Christ. Donc c'est un peu une étape de notre vie intérieure. Et une façon de le faire, c'est toujours de penser à une personne dans notre chemin de vie qui était importante, ou à un moment qui était important pour moi, quelqu'un qui m'a fait du bien ou même qui m'a fait très mal, puis le remercier pour l'expérience, lui pardonner et poursuivre après ça son chemin, jusqu'au centre où on s'accueille, on se pardonne et on se dit comment on reconnaît qui on est, on reconnaît la divinité qui est en nous. Et à ce moment-là, on arrive à s'apaiser dans le centre ici. C'est un lieu qui est énergétiquement très puissant dans ce sens que beaucoup de personnes font le chemin puis arrivent ici pour retrouver la paix dans son cœur. Comme dit la chanson, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs. Je trouve que c'est ça le symbole de ce labyrinthe. Ce n'est pas un labyrinthe où on se perd, il faut se chercher. C'est un labyrinthe simplement où il faut se cheminer et on arrive automatiquement vers le cœur. Il faut se laisser promener dedans. Puis, en fait, c'est une double essence. Hein? On va vers son essence, mais en plus, on est en contact avec l'essence de toutes ces plantes-là. Oui, et puis juste aller frotter ou aller les toucher sont pleines d'essences aromatiques. Et quand on extrait ces plantes, je ne coupe pas de branches, je fais juste tailler. Et quand il y a des gens ici qui me disent « regarde, j'ai une épinette bleue qui est tombée ou que je dois enlever », alors on va ramasser les branches et on les distille sur place ici. Et ce qui sort
de l'alambic, une fois que la distillation est faite, ben, on le redonne à la terre. On l'utilise soit pour faire du paillis ou on fait du compost. C'est beaucoup plus facile de composter une fois que c'est distillé, où les essences aromatiques ont été retirées, plutôt que quand elles sont dans les plantes, elles empêchent la décomposition, parce que l'huile essentielle, elle empêche souvent la moisissure. Donc, pas de moisissure, pas de champignons, pas de bactéries qui vont décomposer. Mais quand c'est retiré des plantes aromatiques, à ce moment-là, elles se décomposent plus facilement. Donc, quand elles ont donné leur vie pour accompagner l'être humain dans son chemin. Oui, c'est ça. Alors, elles repartent et elles redonnent, continuent à donner la vie aux autres êtres qui sont, même s'ils sont microscopiques, que ce soit des champignons ou ce soit des bactéries, et eux, ils continuent à vivre et à nourrir la terre. C'est un lien incroyable du plus petit être vivant jusqu'au plus grand. On est tous en lien et on est tous interdépendants. Il faut le regarder comme ça. On est tous un. Il n'y a pas de séparation. On est dans un continuum. Mais le fait de dire ben, c'est moi qui domine, c'est moi qui suis meilleur, c'est moi qui détruis, je pense qu'on est loin de ce que le message des pharaons, le message fondamental des pharaons, je l'ai compris ici par un monsieur qui est parti souvent là-bas, puis il a écrit beaucoup, il a écrit sur les pharaons, il s'appelait Denis Robert, et il a dit une phrase très simple: le message des pharaons, c'est tout construire sans rien détruire. C'est parfois quand on prend de la distance qu'il y a les choses qui deviennent claires et puis qu'on intègre. Oui, parce que quand on est en Égypte, bon, ils vous font visiter des lieux touristiques, puis voilà, take a picture, s'assoyez-vous ici, prenez this is the camel, picture the camel, les pyramides, mais on ne voit pas toute la beauté qu'il y a quand on regarde d'ici avec une distance. Là, je commence le fait d'être au Québec, je comprends beaucoup plus le message de l'Égypte ancienne. Et je vois qu'ici, il y a une beaucoup plus grande ouverture même à ce côté qui, on pourrait dire, un peu caché. Puis peut-être c'est bien comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire attention quand on voit ces connaissances-là. Il ne faut pas les bafouer, il faut les considérer quand même dans toute leur valeur. Donc prendre le temps de les apprécier. Pas aller voir une peinture, des fois les gens, ah oui tiens j'ai une belle fresque. Souvent ils les découpent, il y en a plein en Europe, plein en Amérique, des fresques qui ont été découpées sur les monuments de l'Égypte ancienne parce que c'était tel ou tel roi, mais on perd le message, on perd le sens de comment les choses étaient faites. On perd l'essence en fait. Oui, on perd l'essence. Oui. Oui, de fait, le mot essence vient de être. Et l'essence des plantes, elles sont avec nous. C'est notre essence. Elles se lient à notre essence. Il y avait ce poème-là, Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui se lie à notre âme et la force d'aimer. Je l'avais appris à l'école. Je pense que c'est Alfred de Musset, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je pourrais vérifier. C'est très beau, cette essence des choses. Et j'aimerais aussi rappeler la chanson la plus répandue, je dirais, au Québec, oui, que tout le monde connaît le refrain, dont tout le monde chante. C'est le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. C'est la chanson des gens du pays, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Je trouve que c'est tellement beau, mais on oublie la chanson, reste avec le refrain, qui est très beau d'ailleurs, c'est magnifique. Mais il faut aussi se rappeler des paroles de cette chanson-là qui disent que c'est vraiment les moments que je reste
avec quelqu'un, puis que je lui dis je t'aime sous différentes façons. Dire je t'aime, ça peut être offrir une petite chose, c'est avoir une belle pensée pour quelqu'un, c'est avoir un beau regard, c'est voir quelqu'un qui passe dans la rue puis lui faire un sourire. Ça peut être plein de formes que je peux faire pour dire à quelqu'un je t'aime. Et c'est ça que dans ce chemin de vie, d'apprendre à pardonner, c'est un don, pardon, et de retrouver notre essence, qui est une essence d'amour. On est des êtres d'amour. Mhm. Ben nous, la découverte ici, notre rencontre, c'est vraiment ça, une rencontre d'amour. Puis je te remercie énormément d'avoir pris du temps, de l'espace, de nous avoir permis d'entrer dans cet espace sacré qui est le tien, mais qui est le tien, mais non, je pense c'est le tien, c'est celui de l'humanité Oui, quelque moi, part. j'étais juste un outil pour le réaliser. Puis même quand je voulais le dessiner, je n'arrivais pas. Je suis resté des heures à essayer de dessiner le parcours. Je n'étais pas capable. Ça ne fonctionnait pas. Puis là, j'ai laissé tout ça. Puis quand ils sont venus pour détourber, ça s'est fait tout seul. J'ai pris un crayon, puis je l'ai tracé. Puis j'étais moi-même étonné de voir comment ça s'est fait tout seul. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut juste se laisser aller dans cette énergie d'amour qui nous entoure et qui est là. C'est simplement comme une rivière, de laisser l'eau couler. On n'a pas besoin de rien faire pour la laisser couler. Mais en coulant, elle nous nourrit. On est là pour la supporter dans son trajet. Autrement, elle s'éparpille partout. Mais on est comme des rivières, des canaux qui se rejoignent tous, puis qui finalement s'en vont à la mer et retournent aux nuages. On retourne à la même source. Oui, c'est ça. Et c'est dans cette énergie, ce courant de vie, de l'eau, de respect de l'eau. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence de se réveiller et de devenir conscient de toute l'importance de la vie, de toute l'importance des liens qu'on a entre nous et l'environnement. Le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir de détruire, c'est un pouvoir d'aimer, un pouvoir de construire. Et avec notre intelligence, on est des êtres intelligents. Et c'est cette intelligence-là qu'il faut développer pour voir de quelle façon je peux tout construire sans rien détruire. Et c'est pas impossible, je l'ai vu, puis je pense que quand on prend un arbre et qu'on le transforme en une maison, un beau meuble, on ne l'a pas détruit, si on l'a choisi comme il faut, et puis si on l'a coupé d'une façon correcte, à la bonne saison. Et quand on construit, avant on déterminait où il était la base de l'arbre et où était le haut de l'arbre. Et les bois étaient ce qui devait être debout. On marquait les deux bouts de l'arbre pour savoir quelle partie était en bas et quelle partie qui était en haut pour ne pas les inverser. Ces connaissances-là sont perdues. À quel moment on peut couper un arbre pour qu'il puisse repousser comme il faut, qu'il sèche bien, puis qu'autour de nous, autour de lui, je veux dire, les autres arbres puissent reprendre la relève. Parce qu'on ne coupe pas n'importe comment, mais là, quand on brûle, on coupe, on ne fait plus attention. Alors il y a beaucoup d'érosion, plein de problèmes qui s'en suivent si on ne prend pas le temps de savoir comment faire les choses comme il faut. Et c'est ça que je pense, la conscience. Quand on enseigne la vie, elle nous enseigne plein de choses, mais nous, il faut être à l'écoute puis partager ces connaissances-là. Je ne pense pas qu'il y a un peuple qui détient tout le monopole de la connaissance. Il faut qu'on partage. Et même des gens parce qu'ils ont eu tel ou tel diplôme, qu'ils sont meilleurs ou moins bons. Non, chaque personne a sa place et chaque personne a apporté son grain de sel pour faire de cette planète un lieu de vie sain. Ben, merci beaucoup. Puis j'espère que chacun de nos téléspectateurs aura entendu, laissé résonner en lui ces messages-là. Merci beaucoup. Merci Marie, merci. Belle journée.